Le 3 avril 2008, le FBI organise un raid sur le ranch YFZ, qui signifie Yearning for Zion. C'est à El Dorado, au Texas. Lors de cette opération, les agents du FBI vont procéder à l'extraction et à la mise en sécurité de plus de 500 femmes et enfants. Le lieu est connu pour abriter une communauté de mormons fondamentalistes polygames, dont le leader est déjà derrière les barreaux depuis 2006. Il est soupçonné d'organisation de trafic humain au travers de mariages forcés de jeunes filles à partir de l'âge de 12 ans. Ça, c'était un avant-goût de l'affaire dont je vous parlais aujourd'hui. Vous aurez compris qu'il s'agit de nouveau d'une affaire de secte avec du trafic humain, en espérant qu'elle vous intéresse autant que la première dans ce goût-là que j'avais traité sur la chaîne. La vidéo a percé, on sait pas trop pourquoi. Écoutez, on souhaite la même chose à celle-ci. Moi, c'est Nelly. Ici, je poste 2 fois par mois des vidéos true crime, souvent en lien avec les cultures alternatives et parfois la musique métal, mais pas toujours. Aujourd'hui, par exemple, ce ne sera pas le cas. Si l'ambiance qui règne ici et ce petit programme vous parle un petit peu, je vous propose de vous abonner et même pourquoi pas de lâcher le pouce à l'avance si vous êtes déjà convaincu. Disclaimer habituel, ceci est une vidéo true crime. Je vais donc parfois faire mention de violences physiques ou mentales, d'abus. Si ce sont des choses avec lesquelles vous n'êtes pas hyper à l'aise, je vous propose d'aller regarder autre chose sur YouTube. Par contre, les autres, vous pouvez me suivre puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour et nous allons l'appeler FLDS pour plus de simplicité. FLDS est l'acronyme de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. La FLDS est une branche du mormonisme, un mouvement religieux créé par Joseph Smith en 1830 et principalement implanté à Salt Lake City dans l'Utah. Les Mormons se disent eux-mêmes chrétiens, mais ne sont pas reconnus en tant que tels à cause de visions divergentes qu'ils ont sur certains aspects de la religion, comme par exemple la nature de la Trinité, qui pour les chrétiens est la manifestation d'un seul Dieu dans 3 entités divines, alors que pour les Mormons, il y a bien 3 personnages sacrés distincts. Les Mormons ainsi que les membres de la FLDS donc mettent la famille au centre de tout et vont avoir tendance à vivre en vase clos, à l'écart du monde moderne qu'ils considèrent comme menaçant pour leur foi. Cette église a été fondée en 1912 et elle prône une pratique radicale du mormonisme qui est déjà lui-même assez radical. Et elle comptait environ 10 000 fidèles dans les années 2000, présents principalement en Utah et en Arizona. La FLDS est considérée comme une secte, surtout à cause de la pratique de la polygamie interdite aux États-Unis et abandonnée par les Mormons eux-mêmes depuis plus de 100 ans. La FLDS a compté 9 dirigeants successifs depuis 1912 et nous allons aujourd'hui nous intéresser tout d'abord au 8e, un certain Rulon Jeffs. Rulon Jeffs a pris la tête de la FLDS en 1986. Il est un prophète autoproclamé et dirigera l'organisation jusqu'à sa mort en 2002. Comme je vous ai dit, les membres de la FLDS pratiquent la polygamie. C'est vraiment pas anecdotique, c'est considéré comme un pilier de leur foi, quelque chose qui leur assure une place au paradis. Plus vous avez de femmes et donc d'enfants, et plus vous aurez une très bonne place auprès de Dieu après votre mort. Dans ce but, Rulon Jeffs, le 8e dirigeant de la FLDS, aura 20 femmes et une 60aine d'enfants. Toute cette tribu vit dans une bâtisse immense qui ressemble plus à un immense hôtel qu'à une maison, sur une vaste propriété située à l'extérieur de Salt Lake City en Utah. Sur la propriété, les fidèles disposent évidemment d'une église, de leur propre école, ainsi que de magasins. Et honnêtement, ils n'ont pas besoin de sortir beaucoup. Ils peuvent vraiment vivre, comme je vous ai dit, en vase clos, totalement à l'écart de la société. Avec sa 4e femme, Marilyn Steed, Rulon Jeffs aura des fils, dont un certain Warren.
Ce dernier naît le 3 décembre 1955 et il est présenté comme le prochain prophète. Le prophète, c'est celui par qui Dieu s'exprime, celui qui transmet aux fidèles la parole de Dieu. Warren Jeffs est donc destiné à prendre la tête de l'organisation et il a toujours été présenté comme un être exceptionnel, un peu à part. Dans cette optique, il est attendu de lui une sorte d'exemplarité. Il doit vraiment se comporter en modèle pour les fidèles. Et c'est ce que fait Warren devant tout le monde. Il donne vraiment l'image d'un garçon très sage et très pieux. Mais derrière les portes fermées, il en est tout autre chose. Vous imaginez bien qu'avec une famille aussi grande, il y avait des règles extrêmement strictes. Et l'une d'entre elles, c'était tout simplement l'interdiction de cueillir des fruits dans le verger. Les enfants avaient le droit de ramasser, par exemple, les pommes tombées au sol, mais pas d'aller les cueillir dans l'arbre. Tout le monde obéissait, parce que l'ambiance était stricte et menaçante. Mais Warren, lui, n'en faisait qu'à sa tête. Il allait cueillir les pommes, puis il s'enfuyait pour les manger en cachette. Il allait ensuite voir son père et accuser ses frères et sœurs, qui du coup se faisaient punir à sa place. Au travers de cette anecdote rapportée par son frère Wallace, on peut déjà commencer à deviner la capacité de Warren Jeffs à mentir et à manipuler. Et c'est peut-être lié au fait que depuis sa naissance, on le considère comme un être à part. Ça a pu lui donner une sensation de toute puissance, d'impunité, qui lui fait penser qu'il est en droit de faire ce qu'il veut. Parce que même quand il est pris sur le fait, il n'est jamais puni, ses parents vont toujours lui trouver des excuses. Il est vraiment traité comme un petit roi inattaquable. Au bout d'un moment, afin de se décharger un petit peu des grandes responsabilités qu'implique la gestion d'une famille aussi nombreuse, les parents vont commencer à donner des responsabilités à Warren Jeffs. C'est logique de les lui donner à lui, puisqu'il est le prochain prophète et le prochain dirigeant de la famille et de l'église. Très vite, Warren va se mettre à abuser de cette autorité qui lui est donnée sur ses frères et sœurs. Alors que Warren et Wallace ont une quinzaine d'années, leur père va demander à tous ses fils de se mettre à la construction d'une barrière entourant leur terrain. C'est une barrière physique, en bois, mais elle a également une portée symbolique. Elle est censée tenir le mal à l'extérieur de la propriété. Tous les garçons doivent donc vraiment très bien s'appliquer à la construction de cette barrière, et la direction du chantier va être confiée à Warren. Et il va rapidement commencer à s'en prendre à son frère Wallace, estimant que les clous ne sont pas plantés correctement et qu'il n'applique pas ses directives. Celui-ci va pas se laisser faire, va lui dire que si, il fait exactement ce qu'il lui a demandé de faire. Et ça va faire rentrer Warren dans une rage incontrôlable et il va se mettre à le passer à tabac hyper violemment, tout en l'insultant et en lui tenant des propos hyper humiliants et dégradants du type « tu ne sers à rien, tu es un incapable », ce genre de choses. Et en 1976, Warren va commencer à avoir un réel pouvoir sur les membres de la FLDS et sur sa famille donc, puisqu'on va lui donner la direction de l'école privée du mouvement. Il va en prendre la tête à seulement 21 ans et vous vous doutez bien qu'à cet âge-là, on ne l'a pas choisi pour ses compétences particulières, mais plus pour sa qualité d'être élu, de futur prophète. Warren Jeffs va diriger l'école de manière très autoritaire. Il va établir un dress code que tous les enfants doivent suivre à la lettre. Les vêtements colorés leur sont totalement interdits, Warren leur préférant des couleurs plus sobres comme le beige et le marron. Un jour, son frère Wallace est allé en classe avec une chemise jaune parce qu'il souhaitait séduire une fille, se faire remarquer d'une fille, donc il s'est dit que le jaune c'était mieux que le beige. Quand Warren a vu la chemise jaune, ça l'a fait rentrer dans une rage folle, il s'est jeté sur lui, il lui a carrément arraché la chemise et s'en est servi pour le fouetter avec hyper fort, tout en lui promettant l'enfer pour avoir enfreint les règles de l'école. Warren avait un contrôle total sur l'école, il faisait régner la terreur et personne n'osait remettre en cause son autorité. Ce pouvoir n'était pas anodin car ça lui permettait de s'établir déjà en tant que leader de la FLDS avant même la mort de son père. Car au travers des enseignements de l'école qu'il dirigeait, il pouvait déjà commencer à instiller ses propres préceptes religieux dans la tête des enfants, commencer à diffuser sa vision du monde. Et c'est aussi comme ça qu'il va commencer à réellement déraper. Warren profitait de son statut dans l'école pour maltraiter les garçons, mais aussi pour avoir accès aux filles, toutes bien plus jeunes que lui. Il organisait par exemple des tests, des sortes d'examens, qu'il rendait exprès
trop difficiles pour qu'elle ne puisse pas les réussir et avoir ainsi une excuse pour les convoquer dans son bureau. Il faisait ça vraiment très souvent et des rumeurs circulaient selon lesquelles, derrière les portes fermées, il demandait aux jeunes filles et aux petites filles de soulever leurs jupes, de montrer leurs seins et qu'il les tripotait. Un neveu de Warren, Brent Jeffs, va quant à lui rapporter des faits encore plus choquants. Alors que Brent avait 6 ans et qu'il était en classe un dimanche, Warren est rentré dans la salle de classe sans dire un mot, s'est directement dirigé vers sa table, l'a pris par la main, s'est levé avec lui et l'a emmené dans une salle de bain. Une fois derrière la porte close, il aurait expliqué au petit garçon qu'il allait être obligé de se soumettre à ses volontés afin de devenir un homme et de faire plaisir à Dieu. Et que s'il refusait, il allait aller en enfer. Et là, il l'aurait abusé sexuellement. Une fois l'horreur commise, Warren a raccompagné le petit garçon à sa table dans la classe, comme si de rien n'était. Et ça aurait recommencé plusieurs fois, toujours de la même manière. Le petit Brent n'a dans un premier temps rien dit, et ce pendant des années, par peur de déplaire à Dieu et à Warren Jeffs. Rulon Jeffs meurt le 8 septembre 2002, laissant ainsi un pouvoir absolu sur l'Église et sur la famille à son fils Warren Jeffs, qui devient officiellement le nouveau leader de l'Église et le nouveau prophète. À cette époque, la FLDS a quitté Salt Lake City pour Short Creek. C'est un lieu situé juste entre les villes de Colorado City et Hildale, situé sur la frontière entre l'Utah et l'Arizona. Warren Jeffs va tout de suite tenter d'isoler encore plus les membres de l'Église, interdisant la télévision, la radio, les magazines, les journaux, désignant les médias comme une menace pour leur foi, les appelant même les Satan's Tool, l'outil de Satan. Il va également mettre en place tout un tas de règles un petit peu arbitraires, comme par exemple le bannissement total de la couleur rouge associée à Satan. Il se montre également très strict sur le thème de l'idolâtrie, interdisant aux familles d'avoir chez eux une quelconque représentation d'autre chose que de Dieu. Ils doivent donc se débarrasser de leurs photos de famille, de leurs tableaux, de leurs objets de décoration et même des jouets des enfants. Warren organise des raids durant lesquels lui et d'autres fidèles passent dans les maisons une à une pour vérifier qu'il n'y a bien plus aucun objet interdit. Il a un contrôle total sur toutes les familles, étant le seul autorisé à célébrer des mariages, et il se charge d'ailleurs lui-même d'attribuer les femmes aux hommes de la communauté. Il a également le pouvoir de défaire les unions et de réattribuer les épouses aux hommes de son choix. Seulement 2 semaines après la mort de son père, Warren Jeffs décide de s'occuper de ses veuves, qui sont également ses mères si on veut. Il va alors prendre pour épouse les veuves de son père, qui sont au nombre de 20, à l'exception de 2 qui vont refuser et donc être chassés de l'église. Il va également commencer à épouser des mineurs à partir de l'âge de 12 ans et également en attribuer à d'autres hommes. Warren était présenté comme le prophète, un homme sacré et divin, le plus pieux de tous. Les jeunes filles étaient donc flattées et honorées de prendre pour époux un homme aussi saint, même si elles devaient le partager avec des dizaines d'autres filles. Warren Jeffs avait pour habitude d'utiliser une phrase qu'il adressait à ses femmes, c'est « keep sweet », reste douce, reste gentille. Il leur disait souvent, et en gros ça voulait dire tais-toi, sois calme, gentil, fais tout ce que je demande. Warren Jeffs organise régulièrement des réunions lors desquelles il va excommunier des familles entières pour avoir enfreint des règles. Le plus souvent, il chasse uniquement l'homme de la famille. Celui-ci doit alors immédiatement quitter les lieux, laissant sa famille derrière lui. Et Warren Jeffs va s'occuper de réattribuer ses épouses et ses enfants à d'autres hommes. Et il va souvent garder celles qu'il préfère pour lui. Ce système d'expulsion arbitraire offre vraiment un contrôle total de Warren Jeffs sur les familles, les hommes ayant peur de l'offenser et de lui déplaire à tout instant et pouvant ainsi perdre leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Parce qu'il y a bien des hommes qui se méfient de lui, qui ont compris qu'il n'était pas si saint que ça et qu'il mettait en place des stratagèmes pour s'accaparer les femmes. Mais évidemment, ils n'osent rien dire.
Parce qu'ils ont eux-mêmes appliqué les préceptes de Warren Jeffs à leur propre famille, leur inculquant cette idée selon laquelle Warren Jeffs ne peut pas avoir tort et qu'il est le prophète, etc. Et surtout ayant inculqué aux femmes d'être très soumises. Du coup, ils ont vraiment peur qu'en se rebellant, en voulant quitter les lieux, que leurs femmes refusent carrément. Elles pourraient refuser de suivre leur mari par volonté d'honorer à tout prix des principes que lui-même leur a enseignés. C'est exactement ce qu'il fera avec son propre frère Wallace en 2005. Wallace va en effet recevoir une révélation de Warren. C'est un message délivré en main propre par un pasteur, lui indiquant qu'il est chassé de la communauté. Il doit partir avec sa première femme et les enfants de celle-ci, laissant derrière lui sa seconde femme qui s'appelle Amy. Et Wallace sait qu'en réalité, Warren a des vues sur Amy depuis hyper longtemps, depuis l'époque où il était directeur de l'école, et qu'il fait ça uniquement pour se l'accaparer. Wallace va avoir le courage de ne pas partir seul, d'emmener toute sa famille, et il va devenir un fervent opposant à la FLDS. Brent Jeffs, le jeune neveu de Warren, n'a rien dit pendant des années au sujet des abus qu'il a subis de la part du leader de l'église. Mais un jour, au début des années 2000, son propre frère va venir le voir et lui expliquer qu'il a lui-même subi aussi des abus sexuels de la part du prophète. Et malheureusement, le frère de Brent va mettre fin à ses jours peu de temps après. Et cette perte brutale, ça va vraiment éveiller Brent, il va ouvrir les yeux, il va enfin parler, dire ce qu'il a subi, et il va même intenter un procès à Warren Jeffs en 2004. Procès auquel Warren Jeffs ne se présentera même pas. Après que Brent ait eu le courage de porter plainte contre Warren Jeffs, d'autres membres de l'église vont faire de même et les crimes commis par celui-ci vont commencer à être mis à la lumière du jour et à intéresser les médias. Warren Jeffs décide alors en 2005 de s'enfuir et d'aller se cacher au ranch Yearning for Zion, un point de chute de la FLDS situé à El Dorado, au Texas. Et c'est en juin de la même année, en 2005 donc, que Warren Jeffs va être accusé de complicité d'agression sexuelle pour avoir forcé une jeune fille de 14 ans d'épouser son cousin de 19 ans en 2001. Il est également accusé d'agression sexuelle par 2 de ses propres enfants. En avril 2006, un nouveau mandat d'arrêt était mis contre lui pour complicité de viol sur mineurs. Et en mai 2006, le FBI le fait figurer sur sa liste des criminels les plus recherchés, la Most Wanted List, offrant une récompense de $100 000 pour sa capture. Warren Jeffs est arrêté le 28 août 2006 à Clark County dans le Nevada suite à un banal contrôle routier. Un policier a stoppé sa voiture parce que ses plaques d'immatriculation n'étaient pas assez visibles. Au moment de son interpellation, Warren Jeffs était en possession de $55 000 en liquide, de multiples paires de lunettes et perruques qui indiquent qu'a priori il était en cavale et comptait bien le rester encore longtemps. Au moment de son arrestation, Warren Jeffs est marié à 78 femmes, dont 24 d'entre elles ont moins de 17 ans. Son procès démarre en septembre 2007 en Utah. Le 25 septembre 2007, Warren Jeffs est reconnu coupable des 2 accusations de complicité de viol dans le cadre de mariages forcés qu'il avait imposés à des jeunes filles mineures. Il est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 10 ans. Mais la Cour suprême du Texas va annuler cette peine, estimant qu'il n'a pas été prouvé que Warren Jeffs avait l'intention que les jeunes filles soient violées par les maris qu'il leur avait choisis. Il va être à nouveau jugé en février 2008, en Arizona cette fois. Il plaide non coupable de 3 accusations d'atteinte sexuelle sur mineurs dans le cadre de mariages forcés. Les accusations vont malheureusement être abandonnées, les victimes ne souhaitant plus témoigner. Lorsque nous sommes en présence de logiques sectaires comme ça arrive très souvent que les victimes se rétractent parce qu'il suffit que dans leur famille, il y ait des gens encore en prise avec la secte pour qu'il y ait des pressions qui soient effectuées. Je dis pas que c'était le cas là, mais ça peut arriver. En mai 2008, un site internet publie des photos de Warren Jeffs en compagnie d'épouses mineures, dont l'une de seulement 12 ans. C'est alors qu'en avril de cette même année, en avril 2008, le FBI va opérer un raid sur le ranch Yearning for Zion à El Dorado, au Texas, celui dans lequel Warren Jeffs s'était caché lorsqu'il était en cavale.
Les agents du FBI vont en extraire plus de 500 femmes et enfants qu'ils vont mettre à l'abri suite à des soupçons d'abus sexuels et physiques sur eux. Le 9 août 2011, Warren Jeffs va enfin recevoir une peine pour ses crimes. La Cour du Texas va le reconnaître coupable de 2 accusations d'abus sexuels sur mineurs, 2 de ces femmes de 12 et 15 ans, certainement celle des photos. Il est condamné à la prison à vie avec une peine additionnelle de 20 ans. Et là, on peut se demander si Warren Jeffs était vraiment convaincu d'être un prophète, d'avoir une mission divine, et qu'il se livrait à ses crimes presque en pensant faire le bien peut-être. Eh bien non, a priori, il avait tout à fait conscience de ce qu'il faisait et du mal qu'il infligeait à autrui. Pour preuve, des cahiers qu'il tenait méticuleusement et dans lesquels on a trouvé les mots suivants. « Si le monde savait ce que je faisais, il me pendrait par l'arbre le plus haut. » Lorsqu'il est incarcéré en 2006, Warren Jeffs va dans un premier temps tenter de maintenir l'emprise sur ses fidèles en se débarrassant des gens qui pourraient lui nuire. Dans ce but, il décide de déclarer caducs, d'annuler tous les mariages au sein de la communauté, puis de réassigner toutes les femmes à 15 hommes choisis par ses soins, des hommes de confiance. Comme ça, il est sûr qu'il n'y a plus dans la communauté de gens susceptibles de témoigner contre lui, de lui porter préjudice. Mais cette manœuvre plonge évidemment un grand nombre de familles dans la détresse et va réduire drastiquement le nombre de fidèles d'environ 60%. Car il faut aussi prendre en compte tous ceux qui ont déserté suite à la révélation des crimes commis par le leader de l'Église. Mais ceux qui sont restés sont particulièrement fervents. Même s'ils sont moins nombreux, l'essentiel c'est que ceux-là, c'est vraiment le noyau dur. Ils sont toujours fidèles à 100% à Warren Jeffs. Et c'est peut-être dû au fait que la notion de persécution est très solidement ancrée dans l'esprit des gens religieux de manière générale. Ils imaginent que c'est justement parce que le prophète a raison qu'il est menacé et attaqué par le monde moderne. L'emprisonnement de Jeffs ne fait que renforcer les croyances du noyau dur de la secte. Mais voilà qu'en 2007, seulement 1 an après son incarcération, Warren Jeffs va renoncer à son poste de président de la FLDS ainsi qu'à son rôle de prophète. Lors d'une conversation avec son frère qui a été enregistrée en prison, il va même expliquer que Dieu lui est apparu, qu'il lui a parlé et qu'il lui a expliqué qu'il était un wicked man, un homme malsain, et qu'il était un faux prophète, qu'il fallait qu'il renonce à cette fonction, mais qu'une place au paradis lui était quand même assurée. Lors de cette conversation, il reconnaît également avoir abusé sexuellement d'une de ses sœurs et d'une de ses filles lorsqu'il avait 20 ans. Peu de temps après, il va tenter de mettre fin à ses jours en se cognant violemment la tête sur les murs de sa cellule, ainsi qu'en essayant de se pendre. Mais il va revenir sur toutes ces belles décisions et en 2011, il va redevenir officiellement le prophète et le directeur de la FLDS. Il va donc continuer d'exercer une très grande influence sur les fidèles restants depuis sa cellule, ceux-ci étant persuadés qu'il est un prophète accusé à tort et persécuté. En 2022, les propriétés terrestres de la FLDS vont être rachetées par un pasteur à l'une des femmes de Warren Jeffs. Et tous les deux, ils vont transformer les lieux en refuge pour d'anciens membres de l'église ainsi que pour des victimes d'abus sexuels. Cela va quand même poser problème puisque sur ces terres-là, il y a encore des membres actuels de la FLDS qui sont toujours fidèles à Warren Jeffs et ceux-ci considèrent les anciens membres comme des apostats. C'est vraiment considéré comme quelque chose de très grave et ils n'ont aucune envie de cohabiter avec eux sur les mêmes terres. Ils estiment même qu'ils n'ont pas le droit d'y revenir en fait une fois qu'ils ont tourné le dos au prophète. Donc ça crée pas mal de tensions et c'est un peu le bordel. Je sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas voilà, vers 2021-2022, ça en était là. En 2012, Warren Jeffs va publier depuis sa prison un livre qui s'appelle Jesus Christ, Message to All Nations, dans lequel il demande entre autres à être libéré. Au cours des années, il va faire de nombreuses tentatives de suicide ainsi que des grèves de la faim qu'il pousse vraiment jusqu'à l'extrême à tel point qu'il va plusieurs fois finir à l'hôpital.
En 2019, il va aussi faire une dépression très grave, a priori, tellement grave qu'il n'a pas pu se rendre au tribunal pour répondre d'accusations d'agression sexuelle sur mineurs, pour changer. Il paraît évident que Warren Jeffs n'a absolument pas conscience de la gravité de ce qu'il a fait, malgré ce qu'il a pu écrire d'ailleurs, puisqu'il ne supporte vraiment pas d'être incarcéré. Il n'estime pas qu'il le mérite. Aujourd'hui, il a 67 ans et purge toujours sa peine dans une prison de la ville de Palestine, au Texas. Warren Jeffs pourra faire sa première demande de libération conditionnelle à partir de juillet 2038. Il aura alors 82 ans. J'ai fini de vous raconter l'histoire de la Fundamentalist Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Vous avez vu, je l'ai bien retenu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me lâcher le pouce en l'air et puis pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas fait. J'ai aussi une petite annonce à vous faire. Avant, j'utilisais la plateforme Utip pour le financement participatif. Eh bien, il se trouve que le 3 avril, ils ont annoncé qu'ils fermaient. Genre, hop, voilà, ils mettent la clé sous la porte. Donc, je me suis créé un Tipeee. Je vous mets le lien ici si vous souhaitez me donner des sous, tout simplement. Si vous estimez que mon travail mérite une rémunération, si vous aimez mes vidéos, que vous avez envie de continuer d'en voir, ben je vous invite à me faire un petit don, petit ou gros d'ailleurs, hein, comme vous voulez. Et si vous n'avez pas de compte Tipeee, que vous avez la flemme de vous en créer un, vous pouvez aussi devenir contributeur de la chaîne directement via YouTube. Il y a un bouton à côté du bouton s'abonner, il y a un bouton souscrire. C'est 99 centimes par mois. Ça vous donne des petits avantages, type des petits logos qui s'affichent à côté de votre pseudo, des trucs comme ça. Mais bon, l'idée, c'est surtout de m'aider financièrement, hein. C'est pas d'avoir des super avantages. Le seul truc un peu sympa, c'est que quand j'ai une vidéo prête à l'avance, au lieu de la mettre en privé, je la mets en ligne, disponible pour les contributeurs. Donc vous pouvez la voir si vous avez souscrit à la chaîne, quand tout le monde ne la verra que le jour de la publication, c'est-à-dire le week-end, quoi. Bref. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.